Avant de commencer, écris-moi dans les commentaires si tu trouves les corbeaux géniaux ou inquiétants. Et reste jusqu'à la fin parce que ce que nous allons révéler pourrait changer à jamais la façon dont tu vois ces oiseaux. Ce qu'il y a de plus étonnant chez les corbeaux, ce n'est pas seulement qu'ils utilisent des outils ou qu'ils résolvent des problèmes. Le plus incroyable, c'est qu'ils peuvent se souvenir de personnes précises. Pas de manière vague, pas seulement des vêtements ou des mouvements, mais de visages bien concrets. Peut-être que tu penses qu'une fois que tu quittes ta maison, tu te déplaces anonymement dans le monde. Peut-être que tu crois que dehors, dans la rue, dans un parc ou sur un sentier forestier, personne ne te regarde vraiment. Mais c'est précisément là que commence l'erreur. Car au-dessus de toi, sur des fils, des toits, des branches et des lampadaires, se trouve peut-être déjà un observateur qui enregistre chacun de tes mouvements. Pas un satellite, pas une caméra, pas un téléphone, mais un corbeau. Les corbeaux vivent presque partout où vivent les humains, dans les villes, dans les banlieues, dans les champs, sur les aires de repos et même dans des régions isolées. Tant qu'il y a des traces humaines, ils sont là où nous sommes et c'est précisément ce qui rend tout cela si dérangeant. Car récemment, des chercheurs ont injecté des heures innombrables de cris de corbeaux dans une intelligence artificielle très avancée. L'attente était en réalité assez simple. On voulait simplement classer des sons animaux typiques, des sons pour la nourriture, des sons pour le danger, des sons pour les rivaux. Rien de plus qu'un système bien organisé de catégories sonores. Une analyse simple, un jeu technique de tri. Mais c'est exactement ici que l'histoire a pris une tournure inquiétante. La machine n'entendait pas simplement un croassement chaotique. Elle reconnaissait des motifs, des structures, des séquences répétitives de sons qui ne semblaient pas aléatoires. Les données devenaient soudainement si complexes que même les observateurs étaient surpris. L'intelligence artificielle ne trouvait pas de simples cris. Elle trouvait quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'ordre. Quelque chose qui évoquait des règles, comme s'il existait dans ce bruit une forme de grammaire. Chez l'humain, la grammaire signifie que les mots ne sont pas placés au hasard, mais qu'ils prennent sens dans un certain ordre. Elle transforme des sons en signification. Et c'est exactement ce que la machine semblait découvrir chez les corbeaux. Pendant longtemps, nous avons supposé que les sons des animaux étaient principalement des expressions spontanées d'émotions. Un chien aboie par excitation, un chat ronronne par bien-être, un oiseau crie par alarme. Mais et si, chez les corbeaux, cela allait beaucoup plus loin? Et si ces cris ne transmettaient pas seulement des émotions, mais des informations précises? Les chercheurs ont finalement observé une séquence sonore spécifique qui apparaissait encore et encore dans les mêmes situations. Appelons-la la séquence du chapeau rouge. Dans un enregistrement, un homme portant une casquette rouge traversait un parc. Pour l'oreille humaine, le cri d'un corbeau semblait tout à fait ordinaire, mais la machine l'a décomposé en fréquences, hauteur, rythme et intervalle entre les sons, et elle a marqué précisément ce cri comme quelque chose de particulier, une sorte d'identifiant unique. Quelques jours plus tard, le même homme est réapparu dans le parc. Le même corbeau a émis exactement la même séquence sonore. Remarquable, oui, mais pas encore choquant. Après tout, d'autres animaux reconnaissent aussi des humains familiers. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Environ une semaine plus tard, le même homme a traversé à nouveau le parc. Cette fois cependant, un autre corbeau se trouvait à proximité. Un corbeau qui ne l'avait jamais vu auparavant. Et au moment précis où il passait, la même séquence sonore a retenti. Identique dans sa structure, identique dans son motif. Pas un hasard, pas une variation. Exactement le même appel. Si tu t'arrêtes un instant pour y réfléchir, tu comprends pourquoi c'est si troublant. Cela signifie que le premier corbeau ne s'est pas contenté de réagir. Il a décrit l'homme. Il a produit une information, une sorte d'étiquette que d'autres corbeaux pouvaient comprendre. Quelque chose qui a été transmis, une sorte de nom. Et l'intelligence artificielle l'a confirmé. Cette séquence sonore spécifique était utilisée uniquement pour cette personne, pour personne d'autre. Ce n'était pas un cri d'alarme général, ni un motif aléatoire. C'était individuel. Et plus l'analyse avançait, plus cela devenait étrange. La machine a découvert que cette communication ne se produisait pas seulement sur le moment. Il existait des séquences qui apparaissaient avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit. Des groupes de corbeaux perchés dans les arbres échangeaient des séquences complexes qui ressemblaient à une préparation. Pas à des réactions spontanées, mais plutôt à une forme de planification. Comme s'ils ne se contentaient pas de réagir au monde, mais réfléchissaient activement à ce qui allait se passer ensuite. Une grande partie de cette communication semblait tourner autour de nous. Des humains. Nous ne sommes pas seulement une partie de leur environnement, nous sommes apparemment un élément central de leur perception. L'intelligence artificielle a même détecté des différences émotionnelles dans ces sons. Certains semblaient neutres, d'autres clairement négatifs. Il existait différents signaux pour les humains avec de la nourriture et ceux avec des objets comme des bâtons. Et c'est précisément à ce moment-là que tout bascule, car soudain l'oiseau n'est plus seulement un animal, mais un observateur avec un système d'évaluation. Pendant des siècles, nous avons considéré les corbeaux comme de simples charognards agaçants. Nous les avons chassés, nous leur avons lancé des objets, nous les avons ignorés. Pendant ce temps, ils nous observaient, apprenaient, mémorisaient, et maintenant que nous commençons à décrypter leur communication, une
une nouvelle question devient plus importante que l'ancienne. Il ne s'agit plus de savoir s'ils parlent entre eux, il s'agit de savoir ce qu'ils font de ces connaissances, car s'ils peuvent nous donner des noms, ne pourraient-ils pas aussi stocker des histoires d'hommes sur nous, des souvenirs, des évaluations? Les données suggèrent que les informations sur les humains sont transmises sur de longues périodes, sur plusieurs générations. Un comportement qui se répète devient un motif, et ce motif persiste même lorsque certains individus disparaissent. Cela signifie que ta réputation dans le monde des corbeaux pourrait être plus ancienne que tu ne le penses. Peut-être qu'il existe là-haut une sorte de registre invisible dans lequel ton comportement est évalué, et tu n'en as aucune idée. Alors que nous croyons observer la nature, il se pourrait bien que ce soit l'inverse. Et le plus fou, c'est que la recherche n'en est qu'à ses débuts. Ce qui a été décodé jusqu'à présent n'est que la surface. Sous ces sons pourrait se cacher un système bien plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer. Un réseau d'informations qui ne cesse de croître, de changer et d'être transmis. Comparé à cela, notre propre système de surveillance semble soudain étonnamment primitif. Et c'est précisément ici qu'une nouvelle grande question se pose. Comment un animal avec une tête aussi petite peut-il être capable de tout cela? Comment un oiseau dont le cerveau est à peine plus grand qu'une noix peut-il gérer des processus aussi complexes? C'est précisément à ce moment-là qu'on comprend que nous avons longtemps mal évalué l'intelligence. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que le néocortex était l'élément décisif, c'est-à-dire la partie du cerveau humain responsable de la réflexion, de la planification et des décisions complexes. Comme les oiseaux ne possèdent pas cette structure, ils ont automatiquement été classés comme moins intelligents. Leur cerveau lisse semblait presque vide en comparaison des nôtres, mais cette impression est trompeuse, car au lieu d'un néocortex, les oiseaux ont développé une autre structure, ce qu'on appelle le pallium. Son apparence est totalement différente, mais sous le microscope, une surprise apparaît. Les neurones y sont extrêmement densément regroupés, si densément qu'une puissance de calcul énorme naît dans un espace minuscule. On pourrait dire que le cerveau d'un corbeau fonctionne comme un ordinateur hautement compressé, petit mais incroyablement efficace. Certains chercheurs comparent peut-être même ses capacités à celles des grands singes, et c'est précisément pour cela qu'on commence à ne plus considérer les corbeaux comme de simples oiseaux, mais comme une forme d'intelligence autonome, une intelligence qui s'est développée autrement, mais qui reste impressionnante. Un exemple particulièrement frappant de cela est le corbeau de Nouvelle-Calédonie. Cette espèce est célèbre pour sa capacité à fabriquer des outils, et par là, on ne veut pas dire qu'elle ramasse simplement un bâton, elle le façonne délibérément. Ces corbeaux utilisent des plantes aux feuilles longues et rigides. Ils les entaillent, les déchirent selon des schémas précis et fabriquent ainsi des outils dentelés parfaitement adaptés pour extraire des insectes de fissures étroites. Ce n'est pas un hasard, c'est de la planification. Ils ont un objectif en tête et développent un outil qui fonctionne exactement pour cet objectif. S'il se casse, il est réparé. Si le matériau manque, ils improvisent. Mais l'expérience peut-être la plus étonnante ressemble presque à une énigme tirée d'un livre pour enfants. Des chercheurs ont placé devant un corbeau un récipient transparent rempli d'eau. À l'intérieur flottait un morceau de nourriture qu'il ne pouvait pas atteindre avec son bec. À côté du récipient se trouvaient deux types d'objets, des pierres lourdes et des morceaux légers qui flottaient à la surface. Un animal sans compréhension aurait simplement tout jeté dedans. Mais le corbeau a agi autrement. Il a observé les deux options, a hésité un instant, puis a commencé à jeter délibérément les pierres lourdes dans le récipient. Une à une, le niveau de l'eau est monté lentement jusqu'à ce que la nourriture devienne accessible. Les objets légers, il les a totalement ignorés. Il comprenait qu'ils n'auraient aucun effet. Cela signifie qu'il n'avait pas seulement compris la tâche, mais aussi un principe physique, la cause et l'effet, le poids et le déplacement de l'eau, et il pouvait appliquer ce savoir de manière ciblée, analyser un problème, développer une stratégie et la mettre en œuvre. Dans une autre expérience, on a utilisé une sorte de boîte à énigmes. Un mécanisme y était caché, et pour atteindre la nourriture, il fallait d'abord appuyer avec un outil sur un bouton dissimulé, lequel activait ensuite un levier. Plusieurs étapes logiquement liées entre elles. Les corbeaux ont aussi résolu ce problème. Ils se sont construits une représentation du fonctionnement du système, même s'ils ne pouvaient pas tout voir directement. Tout cela montre que ces animaux n'agissent pas simplement par instinct, ils observent, réfléchissent, testent des possibilités et adaptent leur comportement. Ils analysent leur environnement, et c'est précisément là que cela redevient inquiétant, car s'ils sont capables de comprendre des systèmes complexes, alors nous faisons nous aussi partie de ces systèmes. Pour eux, nous ne sommes peut-être pas des êtres supérieurs, mais simplement un autre facteur de leur environnement. Quelque chose qu'on peut observer, évaluer et éventuellement influencer. Et c'est exactement ce qui nous mène à un autre point décisif. Il ne s'agit pas seulement de savoir à quel point ils sont intelligents, il s'agit de savoir comment ils utilisent cette intelligence. Car les corbeaux n'oublient pas facilement. Et si tu crois que tu peux maltraiter un corbeau puis continuer ta vie comme si de rien n'était, alors tu les sous-estimes énormément. C'est exactement ce qu'a montré une expérience célèbre menée au début des années
2000. Un chercheur voulait savoir si les corbeaux pouvaient distinguer des visages humains individuels. Pour se protéger, il a utilisé un masque frappant, inhabituel, qui changeait complètement son visage. Avec ce déguisement, il a capturé quelques corbeaux, les a marqués à des fins scientifiques, puis les a relâchés. Il ne les a pas blessés, mais pour les animaux, la situation était clairement négative. Entre-temps, il possédait aussi un second masque, totalement différent, qui n'avait rien à voir avec la capture. Lorsqu'il portait ce deuxième masque, les corbeaux ne réagissaient absolument pas. Ils restaient calmes, l'ignoraient, ne montraient aucun stress. Mais dès qu'il remettait le premier masque, tout changeait instantanément. Les corbeaux se mettaient à crier, ils fonçaient agressivement vers lui, tournaient autour de lui, le poursuivaient sur de longues distances. Cela ressemblait presque à une attaque ciblée. Au début, on aurait pu penser que seuls les quelques oiseaux directement concernés se souvenaient de lui, mais avec le temps, il est devenu clair que quelque chose d'autre se produisait. Le nombre de corbeaux attaquants augmentait. D'abord, ils n'étaient que quelques-uns, puis de plus en plus nombreux. Des oiseaux qui n'avaient jamais été capturés réagissaient soudain de la même manière. Même des années plus tard, longtemps après que les corbeaux initialement concernés aient probablement disparu, de nouvelles générations montraient exactement la même réaction. L'information avait été transmise. Cela signifie que les corbeaux n'ont pas seulement vécu une expérience, ils ont décrit cette expérience. Ils ont transmis les caractéristiques du visage dangereux. Une sorte d'avertissement qui s'est propagé comme une rumeur, mais de manière plus précise. Il pouvait indiquer aux autres ce à quoi il fallait faire attention. Quelle forme, quelle zone des yeux, quelle proportion. Et c'est là que le lien avec les observations précédentes devient évident. Cette fameuse séquence du chapeau rouge correspond parfaitement à cela. Ce n'est pas juste un bruit, c'est une description. Une étiquette acoustique liée à une personne précise, une sorte d'identité transportée par des sons. Les corbeaux semblent donc posséder une forme de mémoire collective, un réseau de souvenirs qui s'élargit sans cesse. Si tu te comportes gentiment avec eux, cela peut se diffuser autant qu'un comportement négatif. Les personnes qui nourrissent régulièrement les corbeaux décrivent souvent une relation totalement différente. Les oiseaux s'approchent avec prudence, restent à proximité, paraissent presque curieux, et parfois il se produit quelque chose d'encore plus étrange. Des cas ont été documentés où des corbeaux laissent derrière eux de petits objets, des choses brillantes, des morceaux colorés, parfois même des pièces de monnaie, comme s'il s'agissait d'une forme de contrepartie, pas un hasard, mais un comportement récurrent, une sorte d'échange. Cela suggère qu'ils ne font pas que reconnaître, ils évaluent aussi amis ou ennemis, risques ou opportunités, et cette évaluation influence durablement leur comportement. Pour eux, tu n'es pas simplement un humain, tu es un ensemble de données constamment mises à jour. Et maintenant, imagine à quelle vitesse ces informations peuvent se propager. Si un corbeau te reconnaît et t'évalue, cela ne reste pas local. Les cris sont relayés d'arbre en arbre, de groupe en groupe. Ce n'est pas un réseau conscient comme le nôtre, mais cela fonctionne de manière étonnamment similaire. L'information circule, cela conduit à une idée presque troublante. Tu pourrais te faire remarquer à un endroit et être déjà connu à un autre. Non pas parce que quelqu'un t'a vu, mais parce que l'information a été transmise, comme un signal invisible qui se déplace à travers le paysage. Vivons donc peut-être dans un monde où nous ne faisons pas qu'observer, mais où nous sommes nous-mêmes observés. Non pas par des machines, mais par des êtres vivants qui ont appris à nous lire. Et pendant que nous croyons avoir le contrôle, un tout autre système pourrait bien se jouer au-dessus de nos têtes. Mais cela devient encore plus complexe, car ces animaux ne possèdent pas seulement de la mémoire et de la communication. Ils semblent aussi avoir des structures sociales qui dépassent largement ce que l'on attendrait d'oiseaux. Car lorsqu'on observe les corbeaux sur une longue période, on remarque que leur comportement ne se limite pas à des réactions isolées, mais ressemble à quelque chose qui évoque presque une société. Lorsqu'un corbeau meurt, il se passe quelque chose d'étrange. Les autres ne s'envolent pas simplement, au contraire, ils se rassemblent. Un corbeau découvre le corps sans vie et émet un cri particulier. Puis, un silence inhabituel s'installe. Peu à peu, d'autres corbeaux arrivent dans la zone, se posent dans les arbres et observent la scène. Ils n'attaquent pas le corps, ils ne le mangent pas. Ils regardent simplement. Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait d'une forme de deuil, et peut-être que c'est en partie le cas, mais de nombreux chercheurs pensent aujourd'hui à autre chose. Il pourrait s'agir d'une forme d'analyse. Une enquête. Les corbeaux observent la situation comme s'ils cherchaient à comprendre ce qui s'est passé. Était-ce un prédateur, une voiture, un humain? Ils collectent des informations, et ces informations sont ensuite transmises. Il existe des indices montrant que lors de ces rassemblements, des motifs sonores spécifiques apparaissent, différents des cris habituels. Ceci pourrait constituer une sorte de rapport, une transmission de la cause et du danger, presque comme un avertissement adressé aux autres. Voilà ce qui s'est passé, voilà comment l'éviter. Et cela ne s'arrête pas là. Dans certaines observations, il semble que les corbeaux appliquent aussi des règles. Si un individu adopte un comportement inhabituel, par exemple en volant la nourriture des autres ou en se montrant agressif envers des plus jeunes, il peut arriver que le groupe intervienne. Plusieurs corbeaux entourent l'individu, émettent des cris, le picorent et le repoussant parfois même à distance. Cela
Cela ressemble à une forme de contrôle social, une organisation interne maintenue au sein du groupe. Ce n'est pas un hasard, mais un schéma récurrent. Et tout comme pour la reconnaissance des visages, ce comportement semble également s'étendre aux humains. L'analyse des cris indique que les corbeaux peuvent distinguer avec précision ce qu'un humain est en train de faire ou pourrait faire. Ils réagissent différemment face à quelqu'un qui marche tranquillement et à quelqu'un qui regarde activement vers ses clés. Le haut où tient un objet. Un humain avec de la nourriture est évalué différemment d'un humain tenant un outil potentiel. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est qu'il ne semble pas seulement reconnaître les objets, mais aussi interpréter les intentions. Si quelqu'un tient un balai et se contente de balayer le sol, il reste souvent calme. Mais si cette même personne lève le balai comme si elle allait le brandir, ils réagissent immédiatement. Ils s'éloignent avant même que quelque chose ne se produise. Cela signifie qu'ils lisent le langage corporel. Ils interprètent les mouvements et ils ne réagissent pas seulement à ce qui est, mais à ce qui pourrait arriver. Et puis, il y a ce phénomène étrange qui surprend beaucoup de gens. Certains racontent que des corbeaux leur apportent de petits objets, rien de spectaculaire, mais des choses simples, des fragments brillants, des morceaux colorés, parfois même des pièces de monnaie. Cela ressemble presque à un geste. Ces comportements apparaissent surtout chez les personnes qui leur donnent régulièrement de la nourriture. Une sorte de relation se crée. Un échange de la nourriture contre de l'attention ou de la sécurité. Peut-être même quelque chose que l'on pourrait appeler une forme primitive de commerce. Pris ensemble, tous ces éléments dessinent une image qui dépasse largement ce que nous associons habituellement aux oiseaux. Cela ressemble à une structure parallèle, un système avec ses propres règles, sa propre organisation, sa propre communication. Et c'est précisément là que cela redevient inquiétant, car s'ils sont organisés de manière aussi complexe, une autre question se pose: jusqu'où ce système s'étend-il réellement? Reste-t-il local ou se propage-t-il sur de grandes distances? Et c'est exactement à ce moment que cela devient vraiment fascinant. Lorsque les chercheurs ont commencé à comparer les cris selon les régions, ils ont constaté que les corbeaux ne sonnaient pas de la même manière partout. Un corbeau vivant en ville produit des motifs légèrement différents de ceux d'un corbeau vivant en zone rurale. Cela en soi n'a rien d'inhabituel. D'autres animaux présentent aussi des variations régionales, presque comme des dialectes. Mais ensuite, quelque chose est apparu qui ne s'expliquait pas si facilement. Certains cris, en particulier ceux associés au danger ou à des événements importants, apparaissaient soudainement dans des régions très éloignées. Un motif sonore spécifique pouvait émerger dans une zone, puis réapparaître des mois plus tard dans une autre, sans contact direct entre les groupes. C'était comme si l'information se diffusait, pas instantanément, pas en une seule étape, mais progressivement, d'un groupe à un autre, comme un murmure qui voyage sur de longues distances. Un corbeau transmet quelque chose, un autre le reprend, le modifie légèrement, et ainsi l'information continue de circuler. Cela ressemble presque à un réseau. Pas numérique, pas consciemment contrôlé, mais organique. Un système basé sur la transmission, l'apprentissage, l'imitation et la mémoire. Si un nouveau danger apparaît quelque part, l'information à son sujet pourrait se répandre plus rapidement que nous ne l'imaginons. Cela signifie que le savoir ne reste pas au même endroit. Il se déplace, il évolue, et chaque nouvelle génération de corbeaux ne part pas de zéro. Elle hérite d'un savoir déjà existant. Ils n'apprennent pas tout seuls, ils bénéficient de ce que d'autres ont déjà découvert. Pendant longtemps, nous avons cru que cette forme de transmission du savoir était surtout propre aux humains. Nous écrivons des livres, nous stockons des données, nous partageons des informations via Internet. Mais ici, nous voyons un autre système. Un système qui fonctionne sans technologie, mais qui reste efficace. Et puis est arrivé le moment qui a tout changé une fois de plus. Alors que l'intelligence artificielle accumulait de plus en plus de données, qu'elle devenait de plus en plus performante pour reconnaître les motifs, elle semblait approcher d'une percée. Les structures devenaient plus claires, les correspondances plus précises. On avait l'impression d'être sur le point de vraiment comprendre cette communication. Mais soudain, quelque chose a changé. Les données sont devenues irrégulières. Les motifs identifiés jusque-là ont disparu ou se sont déformés. De nouvelles séquences sonores sont apparues, jamais enregistrées auparavant. Elles semblaient différentes, plus rythmiques, mais difficiles à interpréter, comme si tout le système avait changé. L'intelligence artificielle ne parvenait plus à classer ces nouveaux motifs. Les anciennes catégories ne fonctionnaient plus. Ce qui paraissait structuré auparavant ressemblait maintenant à du chaos. La machine pouvait encore enregistrer, mais plus interpréter. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit simplement d'une variation naturelle, une évolution normale de la communication, mais d'autres avancent une théorie bien plus troublante. Ils pensent que les corbeaux ont peut-être remarqué que quelque chose avait changé, qu'ils étaient observés, que leurs cris étaient enregistrés. Les corbeaux sont connus pour tester leur environnement, ils observent les réactions, expérimentent les comportements, et lorsqu'un élément change, ils s'adaptent. Peut-être ont-ils compris que les humains ne faisaient plus seulement partie du décor, mais qu'ils écoutaient activement, que des microphones étaient installés, que des caméras les visaient, et plus encore, que les humains ne réagissaient pas, qu'ils restaient silencieux,
observait, analysait, si cela est vrai, alors quelque chose de fondamental aurait changé à ce moment-là. Car les corbeaux ne seraient plus simplement des animaux qui communiquent pendant que nous écoutons. Ils deviendraient des êtres qui savent que nous écoutons. Et cela, à lui seul, changerait tout. Car dès qu'un système se sait observer, il commence à s'adapter. Certains chercheurs du comportement pensent donc que ces nouveaux motifs incompréhensibles ne sont pas le fruit du hasard, qu'ils sont peut-être devenus volontairement plus complexes, pas forcément comme un code secret au sens humain, mais comme une adaptation, une transformation qui rend la reconnaissance des motifs plus difficile, comme s'ils avaient modifié leur langage au moment même où nous commencions à le comprendre. Bien sûr, cela ressemble au premier abord à un scénario de science-fiction. L'idée que des oiseaux adaptent leur communication pour ne pas être compris paraît presque exagérée, mais lorsque l'on considère l'ensemble des éléments, la question mérite d'être posée. Ces animaux résolvent des problèmes, fabriquent des outils, mémorisent des visages pendant des années et transmettent des informations. Ils nous observent autant que nous les observons. Alors est-ce vraiment si absurde de penser qu'ils remarquent aussi les changements dans leur environnement, qu'ils réagissent lorsque des appareils apparaissent soudainement partout pour enregistrer leur son? Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un cryptage conscient comme nous le concevrions. Peut-être est-ce simplement une réaction naturelle à une pression, à l'observation, au changement. Et c'est précisément ici que naît la pensée la plus troublante de toute cette histoire. Si ce que nous entendons aujourd'hui n'est plus la communication réelle, mais seulement ce qui reste lorsqu'un système s'adapte, alors que se passe-t-il en arrière-plan? Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Quelles informations nous échappent complètement? Peut-être que ce qui nous semble être un croassement chaotique n'est en réalité qu'une surface, une distraction, tandis que les véritables informations sont transmises d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Peut-être n'avons-nous aperçu qu'une petite partie d'un système bien plus vaste. Cela ne signifie pas que les corbeaux élaborent secrètement des plans ou construisent un ordre mondial caché, mais cela signifie que nous ne les comprenons probablement pas encore pleinement, que leur intelligence fonctionne différemment de la nôtre, mais qu'elle n'en est pas moins impressionnante, et que nous devrions faire attention à ce que nous sous-estimons, car plus nous apprenons à leur sujet, plus une chose devient claire. Nous ne sommes pas les seuls observateurs. Pendant que nous pensons analyser le monde, nous sommes nous aussi analysés. Peut-être pas avec la même technologie, mais avec attention, mémoire et expérience. Alors la prochaine fois que tu seras dehors et qu'un corbeau sera posé sur un fil en train de te regarder, souviens-toi de cela. Peut-être que ce n'est qu'un oiseau, peut-être qu'il cherche de la nourriture, ou peut-être que quelque chose de plus est en train de se produire. Peut-être es-tu en train d'être classé, évalué, enregistré, et s'ils comprennent réellement que nous les écoutons, qu'est-ce que tu penses d'un corbeau qui nous cache? Écris-moi ton avis dans les commentaires. Penses-tu que tout cela n'est que coïncidence ou qu'il y a quelque chose de plus? Et si ce genre de sujet t'intéresse, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner.